Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que j'ai écrit en 2024 qui s'appelle Nombre premier, preuve de l'hypothèse de Riemann et astrophysique quantique. Voilà, vous trouverez le lien en bas de la vidéo pour trouver le fichier PDF qui sera en anglais. Je vais écrire cet article qu'en anglais. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais quand même traduire cet article en français et expliquer les raisons d'avoir une preuve de l'hypothèse de Riemann qui est très importante dans la théorie des nombres et, non seulement, et surtout la théorie des nombres premiers. Et l'astrophysique quantique est donc une tentative d'unification de la physique quantique avec la gravité, qui sera étayée de preuves matérielles, dans le sens où on va se fixer, on va pouvoir comparer les prédictions physiques aux, aux mesures effectives données par les systèmes de planètes. Vous me direz quel est le rapport entre l'hypothèse de Riemann et l'astrophysique quantique. Il se trouve qu'en astrophysique quantique, on va retrouver la fonction de comptage des nombres premiers et on va retrouver aussi une application de la fonction de zeta de Riemann. Donc principalement, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est de rappeler pas mal de choses. Donc premièrement, je vais introduire pourquoi on veut résoudre l'hypothèse de Riemann et pourquoi on fait de l'astrophysique quantique, avant d'arriver clairement à la preuve de l'hypothèse de Riemann, qui va être un petit peu longue parce qu'en fait, je vais pas uniquement mettre des éléments de preuve qui sont issus de mes propres travaux. Il y aura les éléments de preuve issus de mes propres travaux, mais il y aura tout l'artillerie de départ dont on a besoin pour démontrer l'hypothèse de Riemann qui sera présentée. Ce qui fait qu'en fait, ce cours est accessible pour les débutants avec la fonction zeta de Riemann. Je représenterai les résultats connus et qui nous seront nécessaires sur la fonction zeta de Riemann avant de passer à des preuves qui seront beaucoup plus personnelles. Je vais rappeler aussi l'application de l'hypothèse de Riemann, la formule de la fonction de comptage des nombres premiers pi de x. On définira bien sûr tous ces termes de manière propre. Vous allez voir, c'est assez détaillé ce qui est fait en mathématiques. Donc on commencera par définir la fonction Riemann, zeta de Riemann. Ensuite, on passera en revue quelques théorèmes utiles pour la suite de la preuve. On s'intéressera aussi surtout à l'extension analytique de la fonction de zeta de Riemann sur l'ensemble des complexes privés de 1. On va expliquer ce que c'est un prolongement analytique dans les théorèmes utiles. On fera une extension analytique de la fonction 1 sur gamma qui va nous être utile. On va résoudre l'équation de la chaleur qui nous donnera une identité qu'on appelle l'identité de Jacobi, qui nous sera utile pour obtenir le prolongement analytique de la fonction zeta elle-même. On verra quelles sont les relations de symétrie entre les zéros non triviaux. On va présenter ce qu'est un zéro non trivial, bien sûr. Ensuite, on va faire intervenir dans l'expression analytique de la fonction zeta Riemann une transformée de Fourier par quelques changements de variables qu'on va vous montrer. Et avant d'arriver à l'hypothèse de Riemann elle-même, on va déjà définir si on peut pas trouver une zone ou une limite des zéros non triviaux dans la bande critique. La bande critique, c'est la bande euh, qui a pour partie réelle entre 0 et 1. C'est là où se situent les zéros non triviaux de la fonction de zeta de Riemann. La fonction de zeta de Riemann est donc définie sur tout le plan complexe, hormis 1. On verra pourquoi en 1, il y a divergence de la série, donc en fait, et on obtiendra la série harmonique, qui est une série divergente, non grossièrement, faut faire attention. Le terme général tend vers 0, mais la série diverge malgré tout, il est équivalent à ln de n, cette série. On verra donc toutes ces relations dans le chapitre sur l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann fera appel à de l'analyse complexe principalement et de l'analyse de fonctions. Je vous en dis pas plus, on verra après la preuve en elle-même. Elle n'est pas très compliquée à comprendre, c'est juste que les équations, les objets qu'on va manipuler sont un petit peu abstraits, donc faisant intervenir beaucoup les transformés de Fourier
Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec les transformés de Fourier, je vous conseille d'aller voir dans la littérature d'abord qu'est-ce que c'est avant de passer à la preuve que je présente, parce que on fera allègrement usage des complexes et de la transformée de Fourier et de tout ce qui est fonction définie dans le plan complexe. Donc, je revois pas tous la théorie des fonctions analytiques, mais voilà, si vous débutez dans le domaine, commencez par les fonctions analytiques et ensuite vous pouvez arriver sur la preuve de l'hypothèse de Riemann comme une application des fonctions analytiques, hein. Donc, c'est une très bonne application d'ailleurs. Ensuite, on verra donc l'astrophysique quantique, qui est une gravité quantique qui a été établie, que j'ai établie en 2021 pour la première fois. Euh, L'idée, c'est de voir si les équations de la mécanique quantique peuvent être appliquées au système de planètes munies d'une étoile ou d'étoile double. Après, la modélisation peut être développée. En fait, on va essayer de modéliser les systèmes planétaires tout comme on modélise les électrons autour de leur noyau atomique. Vous voyez, hein, on va essayer de faire une table de Mendeleïev des systèmes solaires, hein, si j'ose parler ainsi. Donc on va voir quels sont les niveaux quantiques, s'il y a quantification des grandeurs. En fait, on va montrer qu'on peut observer une quantification exponentielle des demi-grands axes des orbites planétaires, ce qui est très bien vérifié par les observations dans le système solaire, mais aussi au-delà avec les systèmes d'exoplanètes où on a beaucoup de données disponibles maintenant grâce aux observations récentes. Donc, j'ai pris comme base de données la base de données de la NASA, qui est certainement la plus complète. Et je me suis occupé uniquement des systèmes planétaires qui avaient 5, 4 ou plus, je crois, voilà, de planètes. Pour comparer le modèle de quantification des niveaux d'énergie et des niveaux de demi-grand axe qui sont introduits dans l'astrophysique quantique. Alors, l'astrophysique quantique, on démarrera par la relation d'énergie, telle qu'on peut la trouver comme une relation d'énergie de Planck. Ensuite, on verra que la relation de De Broglie de dualité onde-particule peut être appliquée à de l'astrophysique quantique et au problème du système planétaire, si on prend la bonne analogie. Ensuite, on verra l'équation de Schrödinger et sa relation de dispersion, ce qui nous permettra de voir quel est le lien entre les ondes, la partie temporelle des ondes et la partie propagation spatiale de l'onde, puisque ici, l'équation de Schrödinger sera une équation d'onde. On verra ensuite les solutions générales de l'équation de Schrödinger, qui nous permettront ensuite d'avoir la fonction d'onde. On rappelle que l'équation de Schrödinger, c'est aussi euh, l'opérateur d'énergie de la mécanique quantique. Donc on verra ce que ça implique sur les solutions, cette interprétation. On calculera les harmoniques, même si c'est pas vraiment essentiel à la preuve qu'on fait. Euh, Tout ce qu'il faut savoir, a priori, c'est qu'ils sont normalisables. Maintenant, j'ai quand même pris la peine de les calculer, de les programmer pour vous montrer en graphique ce que ça peut donner. Ça nous permet de comprendre pourquoi les systèmes sont plats, je pense, principalement. On verra par la suite ce que ça implique. Ensuite, on va introduire les spin 1,5 et moins 1,5, qui sont des solutions très particulières et qui vont nous intéresser ici pour modéliser et quantifier le système pour avoir une quantification exponentielle des orbites. On va voir que ces deux spins ensemble, une fois qu'on en fait la superposition, on peut calculer l'observable-position et obtenir la quantification des demi-grands axes. Et on va voir que la quantification des orbites est liée à la distribution des nombres premiers. Donc, comme je vous disais, voilà, quel est le rapport entre les nombres premiers et la fonction zeta de Riemann et l'astrophysique quantique, ben, ça va être développé ici. On verra le lien avec la fonction zeta de Riemann, c'est-à-dire qu'en fait, les observables de cette théorie vont pouvoir être mis sous une certaine forme d'opération qui est égale à la fonction zeta de Riemann. Donc, on va voir
grâce au théorème des nombres premiers, qu'est-ce que ça implique sur les orbites, les nombres premiers, tout ça. On va développer aussi à ce moment-là un modèle cosmologique euh, qui, qui est en fait composé euh, de centres qui sont eux-mêmes attirés par d'autres centres. On peut penser par exemple à une étoile autour de sa galaxie. On a les planètes qui tournent autour de l'étoile, et ce mouvement est composé avec le mouvement de rotation de l'étoile autour de la galaxie. Les galaxies peuvent tourner elles-mêmes entre elles autour d'un centre commun dans des amas de galaxies. Et on imagine comme ça que l'échelle de centre déporté et de rotation peut s'étendre à l'infini et, euh, et suivre un schéma euh, de suivre un schéma qui rappelle la fonction qui suit la fonction zeta de Riemann et la et les nombres premiers peuvent être donnés par la fonction de distribution des nombres premiers justement. Voilà, c'est un petit peu abstrait, mais vous verrez quand on verra les équations, je vous en dis pas plus pour l'instant. Vous verrez que c'est pas si difficile que ça de faire le lien entre la théorie des nombres premiers, la fonction zeta et l'astrophysique quantique telle qu'elle est développée ici avec ses solutions qui sont très importantes, le spin 1,5 et moins 1,5. Ensuite, on va voir, au début, on fera uniquement le problème à deux corps et on va voir comment on peut faire le problème à p corps hein, pour généraliser justement l'équation de Schrödinger quand on a P corps dans un système. Ça peut être donc par exemple P planète autour d'une étoile. On va voir quelle est la généralisation de l'équation sur l'énergie et la relation de De Broglie. On verra qu'on peut justement résoudre ce problème avec la méthode d'approximation des problèmes dépendants du temps, que l'on va l'appliquer sur le problème à trois corps et sur le problème à P corps où on donnera une fonction de Cauchy, un produit de Cauchy qui nous permet de calculer la fonction d'onde d'un problème à P-corps, et on verra quelle est la formule qui permet de calculer les observables de ce problème à P-corps. On verra ensuite quelles sont les solutions de ce problème à P-corps lorsque l'on ignore les mutuelles entre les planètes. On verra ensuite un chapitre qui nous permet de parler d'interprétation de la mécanique quantique au vu justement des équations que l'on a et de ce que l'on sait déjà de la mécanique gravitationnelle. Enfin, je parlerai de matière noire et de gravité de Newton modifiée dans les galaxies d'un point de vue de la théorie quantique pour montrer que malheureusement cette théorie ne permet pas de différencier entre les deux hypothèses pour l'instant. C'est-à-dire que les résultats physiques entre les deux hypothèses sont les mêmes en fait dans une première approximation avec les galaxies. Maintenant, c'est vrai que les recherches sur la matière noire ont quand même beaucoup avancé. Ça me fait penser au fait que, par exemple, on a repéré des mirages gravitationnels, de phénomènes de lentilles gravitationnelles, voilà, je vais y arriver, dans le cosmos, alors qu'on voit qu'il n'y a aucune matière visible. Donc ça, je mets en dehors ces considérations-là, si vous voulez, qui pourraient laisser penser qu'il y a plutôt de la matière noire plutôt que de la gravité de Newton modifiée. Mais bon, voilà, d'un point de vue purement basique, on verra que malheureusement, pour l'instant, au niveau des galaxies, on peut pas trancher entre les deux hypothèses. Et enfin, on verra comment inclure, parce que pour l'instant, dans le chapitre 3, Quantum Astrophysics, astrophysique quantique, on parle de gravité de Newton uniquement. Et donc, dans le chapitre 4, on va essayer de voir si on peut généraliser avec la relativité générale d'Einstein, et quelles seraient donc les équations quantiques associées. Donc, on va développer des solutions d'une équation hamiltonienne qui se situe dans une métrique de Schwarzschild. On verra quelles sont les solutions de spin 1,5 et moins 1,5 pour calculer justement les trajectoires paraboliques et elliptiques des corps autour de leur étoile. Et on verra quelles sont les solutions basiques du problème à P-corps lorsque l'on ignore les mutuelles. On verra qu'il est possible effectivement d'avoir un Hamiltonien relativiste qui intègre justement un potentiel quantique relativiste de gravité qui vient de la matrice de Schwarzschild.
Et on verra que l'énergie elle-même est donnée par la métrique de Schwarzschild et nous permet de calculer le Hamilton, et nous donne donc la valeur propre du Hamiltonien que l'on cherche. Voilà, je vais ensuite, vous verrez les références hein, assez importantes dans le document si vous voulez, et quelques conclusions avant les références. Voilà. La première chose à dire, c'est que pour bien comprendre un sujet, des fois c'est intéressant de faire appel à d'autres sujets. C'est pour ça que j'ai rassemblé dans ce livre des concepts mathématiques avec l'hypothèse de Riemann, qui est le principal résultat de la partie mathématique, avec la théorie de physique quantique gravitationnelle que j'ai élaborée, à cause justement des liens qu'on peut faire via la fonction d'état de Riemann et les nombres premiers. Euh, Ensuite, il faut voir que en mathématiques, euh, il y a des problèmes physiques qui peuvent résoudre des grandes conjectures mathématiques, comme la conjecture de Hilbert Polya, qui est un problème de physique quantique et qui dit que les valeurs propres du Hamiltonien, euh, si on trouve un Hamiltonien, pardon, dont les valeurs propres sont les zéros non triviaux de la fonction de zeta de Riemann, à ce moment-là, on a, pourvu que le Hamiltonien ait certaines propriétés, à ce moment-là, on démontrerait directement l'hypothèse de Riemann via ce problème de physique. C'est pas ce qui est fait ici. Ici, ce qu'on va plutôt faire, c'est une application du théorème des nombres premiers, qui est un théorème déjà bien connu sur la fonction de comptage des nombres premiers, comme une application mathématique de la gravité quantique. Voilà. Mais on fera la démonstration de l'hypothèse de Riemann toute façon, de manière totalement indépendante. C'est-à-dire que ce livre, vous pouvez lire, si vous voulez, uniquement la partie sur les mathématiques ou uniquement la partie sur la physique. Ça n'aura pas trop d'incidents dans votre lecture. Maintenant, je vous encourage à tout lire. C'est assez court comme livre. Vous verrez, il fait 73 pages. Ça peut se parcourir assez vite si on a l'habitude des équations. Euh, Premier théorème important que je vais présenter, qui est bien connu, c'est le théorème de décomposition en nombre premier de tout nombre entier, qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique. C'est-à-dire que pour tout nombre entier n supérieur ou égal à 2, on peut décomposer de manière unique n sous la forme P1 puissance alpha 1 fois P2 puissance alpha 2, etc. fois PR puissance alpha R, où en fait les PI sont les nombres premiers et les alpha K sont des nombres naturels. La preuve de l'existence et de l'unicité se fait très bien par euh, démonstration par récurrence. Elle est bien notée dans le document. Je vais pas m'y attarder, mais cette décomposition de tout entier en nombre premier fait en fait est très importante. C'est ce qu'on appelle la factorisation d'un nombre entier. Et dans le système de code RSA, si vous savez faire la décomposition du nombre que vous voyez avec ces nombres premiers et ces nombres naturels alpha k, eh bien, vous pouvez factoriser le nombre et donc déverrouiller le système RSA en réalité. Vous pouvez le craquer avec cette formule. C'est pour ça qu'en fait, la théorie des nombres est très importante dans tout ce qui est espionnage, hein. C'est parce que ça permet justement d'espionner des codes secrets grâce à la théorie des nombres premiers. Donc c'est vrai que la première application de la théorie de Riemann, c'est vraiment la connaissance des nombres premiers et donc, quelque part, la cryptographie qui est au cœur du sujet qui nous intéresse. Maintenant, c'est vrai que la connaissance des nombres premiers peut aider soit à mettre en place des algorithmes de cryptographie qui sont résistants, soit au contraire, qui sont plutôt, euh, comment dire, facilement attaquables de ce point de vue-là, c'est-à-dire ils sont faibles hein, d'un point de vue arithmétique. Donc, la course au nombre premier, c'est quelque part la course à la sécurité aussi, dans le en termes de cryptographie. Alors, il y a une infinité de nombres premiers. Ça, on peut le démontrer facilement par l'absurde, hein. On suppose qu'il y en a un plus grand et on démontre ensuite que on arrive à en avoir un autre encore plus grand. J'ai pas mis de démonstration de ce fait dans, dans ce document. Vous pouvez
Vous pouvez voir facilement sur Internet des démonstrations que le nombre de nombres premiers est infini. Et, euh, et donc voilà. Ça fait très longtemps qu'on connaît les nombres premiers, depuis l'Antiquité, avec le crible d'Ératosthène, qui est en fait une méthode qui permet d'avoir la liste des nombres premiers dans un ensemble fini. En gros, donc, vous barrez un qui est pas premier, 2 vous l'entourez, il est premier. Ensuite, vous retirez tous les multiples de 2, vous les barrez dans votre liste. Ceux-là, ils seront pas premiers. Ensuite, vous prenez 3, il est premier. Ensuite, vous barrez tous les multiples de 3, ils seront pas premiers. 4, il a déjà été barré comme multiple de 2, donc il est pas premier. 5, il est pas barré, vous l'entourez, c'est un nombre premier. Vous enlevez tous les multiples de 5, etc., etc. Et quand vous aurez fait cette procédure jusqu'à votre borne supérieure de votre ensemble, vous aurez entouré tous les nombres premiers et supprimé tous les nombres qui ne sont pas premiers. Voilà. Ça, c'est le crible d'Eratosthène. Il est très simple à mettre en œuvre pour avoir la liste des nombres premiers. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'introduction de la fonction de zeta de Riemann, on a commencé à avoir un lien entre les nombres premiers et les séries entières, et surtout la théorie des fonctions analytiques. Ça a commencé avec les travaux de Euler, mais ensuite c'est Riemann qui a vraiment fait le lien entre la fonction de comptage des nombres premiers, pi de x, et les zéros non triviaux de la fonction de zeta de Riemann. Euh, Disons que après, entre Euler et Riemann, on connaissait le théorème des nombres premiers, qui donne un équivalent à la fonction de comptage des nombres premiers quand le nombre est très grand. Maintenant, Riemann donne une formule exacte de la fonction de comptage des nombres premiers, qui compte le nombre de nombres premiers inférieurs à une valeur, grâce aux zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann. Et, euh, Et disons que son hypothèse, c'est que tous ces zéros non triviaux sont sur la droite, partie réelle de S égale 1,5, qu'on appelle la droite critique. Alors, effectivement, on peut obtenir une formule de pi de x qui dépend des zéros non triviaux de la fonction de zeta de Riemann, quel que soit leur emplacement dans la bande critique, c'est-à-dire entre partie réelle de S égale à 0 et partie réelle de S égale à 1. Maintenant, si vraiment tous les zéros sont sur la bande critique, ça simplifie, disons, les calculs, quoi. C'est-à-dire qu'on a un ordre qui est établi, c'est-à-dire que les zéros non triviaux ne vont pas se balader n'importe où dans la bande critique. On n'a pas besoin de tous les chercher à tout azimut. S'ils sont sur la bande critique, ça permet de nous localiser les zéros et ensuite de se ramener à l'étude d'une fonction d'une seule variable pour trouver tous ces zéros non triviaux. Puisque si on a fixé la partie réelle de S égale 1,5, il reste plus que la partie imaginaire qui peut varier entre moins l'infini et plus l'infini. Donc on sait où sont tous les zéros et on sait qu'il n'y en aura pas d'autres ailleurs et donc on ne commettra pas d'erreur sur la fonction de comptage des nombres premiers. C'est ça l'hypothèse de Riemann en fait. Alors l'hypothèse de Riemann, elle a été vérifiée pour des milliards de zéros, je crois, par les travaux de Monsieur Gourdon, qui a fait les excellents livres que je cite en référence ici, Analyse et Algèbre, les maths en tête. Et donc, on a quand même de fortes suspicions qu'elle soit vraie, cette hypothèse de Riemann, dans le sens où pour l'instant, on n'a jamais trouvé un contre-exemple. Maintenant, il y a des théories qui montrent qu'il y aurait des contre-exemples à l'hypothèse de Riemann. Moi, je vais aller dans le sens de démontrer l'hypothèse de Riemann, c'est-à-dire que d'après les travaux que je vais présenter, effectivement, tous les zéros sont sur la droite critique. Maintenant, euh, comme je disais, dans la partie suivante, on va parler de la gravité de Newton et d'une théorie quantique de la gravité de Newton. Et on va voir le lien avec la théorie des nombres premiers et la fonction de zeta de Riemann, comme je vous le disais. Alors, pour développer cette théorie, il a fallu trouver quelle était la bonne constante de Planck qu'il fallait appliquer aux larges échelles telles que les systèmes planétaires. Parce qu'il faut voir que la constante de Planck qu'on utilise en quantique, de manière orthodoxe, si j'ose dire, c'est pour le microcosme, hein. C'est donc le quantique, ça concerne tout ce qui est petit au départ. Et donc la constante de Planck est très faible et correspond effectivement au moment cinétique de l'électron autour de son noyau dans l'atome d'hydrogène quand il est dans son état fondamental. Eh bien, on va reprendre cette interprétation
du quanta de Planck dans l'atome de Planck. Oui, voilà. Et c'est-à-dire qu'on va voir que prendre le moment cinétique de la planète autour de son étoile comme constante de Planck, comme fonction de Planck, puisqu'on va voir qu'elle va varier aussi en fonction de la distance, eh bien, c'est faire le bon choix pour retrouver la relation d'énergie et la relation de De Broglie. Et ensuite, et par le fait ensuite que la fonction d'onde calculée par l'équation de Schrödinger, avec cette nouvelle constante de Planck, nous donne des paramètres orbitaux qu'on peut vérifier comme étant exacts par rapport à ce que l'on connaît de la théorie de Newton et les quantifications des demi-grands axes des exoplanètes. Ensuite, on va voir que on peut reprendre le même schéma d'un point de vue relativiste en considérant la métrique de Schwarzschild, qui est une solution des équations d'Einstein, et de recalculer les observables de cette théorie quantique pour retrouver toujours un schéma exponentiel des demi-grands axes. À la fin, je vous montrerai des graphiques de différentes planètes et d'exoplanètes venant des données de la NASA, et on pourra comparer les observations avec les prédictions. Alors, l'hypothèse de Riemann, gros morceau. Alors, on va y aller doucement, hein, pour pas perdre tout le monde. Comme je vous disais, pour démontrer l'hypothèse de Riemann, on doit passer par l'extension analytique ou le prolongement analytique de la fonction de zeta sur le plan complexe C privé de 1. Et ce prolongement, c'est celui qui a été utilisé par Riemann dans son article original. Donc, si vous connaissez bien la fonction de zeta de Riemann et son extension analytique, vous pouvez passer toute cette partie de la vidéo où je vais présenter de manière très détaillée comment l'obtenir, ce prolongement. Ça m'a semblé important dans la démonstration de rappeler comment on peut obtenir un prolongement analytique qui peut nous intéresser ici, surtout que celui-là fait le lien entre finalement les nombres premiers et l'équation de la chaleur, ce qui pourrait quand même avoir euh, qui sont domaines totalement différents des mathématiques et qui finalement se retrouvent ici, ce qui est assez extraordinaire, je trouve. Et on va voir surtout, une fois qu'on aura établi l'extension analytique de la fonction zeta de Riemann, quel est le lien avec la transformation de Fourier que l'on va faire avec quelques changements de variables que je vais vous présenter. On va voir aussi quelles sont la relation des symétries des zéros non triviaux, parce que ça va me servir dans les démonstrations ultérieures. Et on va donc rappeler l'hypothèse de Riemann. Donc c'est que pour tout S tel que partie réelle de S est compris entre 0 et 1, et tel que S différent de 1, zeta de S est égal à 0 implique partie réelle de S égale 1,5, c'est-à-dire ça veut dire que tous les zéros non critiques de la bande critique, zéros non triviaux, c'est-à-dire ceux qui sont dans la bande critique, sont en réalité tous sur la droite critique, partie réelle de S égale 1,5. Alors, quel est le lien entre la fonction de zeta de Riemann et les nombres premiers? Vous me direz, ben, c'est Euler qui l'a établi le premier. En fait, on a une égalité entre la série d'états de Riemann, qui est la somme de n égale 1 à 1 plus l'infini des 1 sur n à la puissance s, et qui est en fait égale à la produit pris sur les nombres premiers des 1 sur 1 moins p puissance moins s. Où p, donc, c'est l'ensemble des nombres premiers. Donc, on voit directement ici un lien entre la fonction de zeta de Riemann et le produit de l'air, c'est comment il s'appelle, où interviennent les nombres premiers. Donc il y a un lien direct entre les nombres premiers et la fonction de zeta de Riemann qui est donc fait ici. Alors pour le démontrer, on va d'abord prendre un seul terme du produit avec un nombre premier qu'on va noter pk, et on va déjà noter qu'effectivement pour tout pk supérieur strict à 2, eh bien on a ce terme de quotient qui est égal à la série géométrique. Somme de n égale à 0 à plus l'infini des pk puissance moins n s. Donc voilà. Ensuite, on utilise le théorème de décomposition en nombre premier, hein, le théorème fondamental de l'arithmétique, de n'importe quel entier, c'est-à-dire que sur cette somme euh, de séries géométriques, on va considérer le produit, et ensuite on va intervertir somme et produit pour faire intervenir la somme
de I1 à IK compris entre 0 et M, des 1 sur P1 la puissance I1 fois, etc., PK la puissance IK, le tout à la puissance S. Et là, on fait intervenir effectivement que c'est égal à la somme des 1 sur N à la puissance S pour N appartenant à l'ensemble E petit m grand M, où cet ensemble, c'est l'ensemble des entiers naturels qui s'écrivent P1 puissance I1 fois, etc., P petit m, I petit m, et où les puissances IK sont compris entre 0 et grand M. Si on considère un entier naturel N et qu'on considère PM0 le plus grand nombre premier de la décomposition de N et M0 la plus grande puissance des IK, alors si on considère M supérieur à ce M0 et grand M supérieur à ce grand M0, alors tous les entiers compris entre 1 et N sont dans E petit m grand M, et donc le produit, la différence en valeur absolue de zeta de S moins ce produit pi de k égale 1 à m de la somme des ik égale à 0 à m des 1 sur pk ik à la puissance s, c'est en fait égal à la somme des 1 sur n à la puissance s pour les n qui n'appartiennent pas à l'ensemble E petit m grand M, qui lui-même est majoré en valeur absolue, en utilisant l'inégalité triangulaire par R sur N puissance sigma pour les N supérieurs à grand N. C'est-à-dire qu'en fait, on a exclu effectivement, tous les entiers qui sont supérieurs au grand entier N qui nous intéresse. Cette expression, elle est valide pour n'importe quel grand M supérieur à grand M0. Donc on peut le faire tendre vers plus l'infini. Et enfin, si on fait tendre grand N vers plus l'infini, alors le terme de droite à l'inégalité 2,6 tend vers 0, et on a petit m qui va tendre vers plus l'infini, et donc on va voir la différence en valeur absolue de zeta de S moins le produit de l'air qui tend vers 0. Résultat, on a bien la fonction de zeta de Riemann 1 sur n, sigma des 1 sur n puissance s qui est égale au produit de l'air qui est donné à la formule 2.2. Voilà pour une première démonstration qui est importante. Alors, qu'est-ce qui se passe si S est égal à 1? À ce moment-là, on retrouve la série harmonique sigma de n égale 1 à grand N, par exemple, de 1 sur n, qui est équivalent à ln de n, grand N, et avec grand N qui tend vers plus l'infini. À ce moment-là, on a bien ln de n qui tend vers plus l'infini. La série harmonique est bien divergente. On va se servir dans le calcul du prolongement analytique de la fonction 1 sur gamma de la constante de l'air. Donc on peut introduire effectivement ici avec la série harmonique. La série harmonique, qui au rang grand N, est égale à logarithme de cet entier grand N plus la constante de l'air plus 1 sur 2 grand N plus petit o de 1 sur grand N. Donc on voit que quand grand N tend vers plus l'infini, on a la différence de la série harmonique moins ln de n qui est égale à gamma. Voilà. C'est ce résultat dont on va se dire. Ici, on a utilisé, ici j'ai oublié de le préciser, d'ailleurs très important, pour des raisons de convergence du produit et de la série zeta de Riemann, on prend ici une partie réelle de S supérieure stricte à 1. Donc en fait, nous, comme on va s'intéresser aux zéros non triviaux de la fonction de zeta de Riemann dans la bande critique, on va pas pouvoir se servir de ces expressions-là directement. On va devoir passer par un prolongement analytique de ces expressions-là pour obtenir ensuite une expression qui est analytique sur tous C privés de 1 pour résoudre l'hypothèse de Riemann et donc trouver les zéros non triviaux de la fonction de zeta de Riemann. Alors, quelques théorèmes utiles. Premier théorème utile, la transformée de Fourier d'une gaussienne est aussi une gaussienne. Alors ça se démontre facilement en procédant grâce à une hypothèse de domination, c'est ce qui est fait ici, pour établir une équation différentielle et ensuite, connaissant les solutions de cette équation différentielle, en déduire la solution de la transformée de Fourier. Donc voilà, vous voyez que la transformée de Fourier f de t, qui serait l'intégrale sur r de exponentielle moins i oméga t exponentielle a oméga carré d oméga. Donc la gaussienne, c'est exponentielle moins a oméga carré. F de t est donc la transformée de Fourier d'une gaussienne. Et ensuite, on démontre que f de t, ça sera une gaussienne en t, avec donc un écart type qui n'est pas le même, mais
et une valeur d'amplitude qui est pas forcément la même, mais en tout cas, ça dépendra de petit a, qui est donc effectivement lié à l'écart type. On peut dire que la gaussienne est comment dire, l'identité de la transformée de Fourier. Voilà, c'est comme ça qu'on peut voir les choses un peu de manière abstraite. Pourquoi je parle de ce théorème? C'est parce qu'on va s'en servir dans la démonstration de l'identité de Jacobi qui fait intervenir l'équation de la chaleur juste après. Voilà, je vous laisserai regarder dans le détail, c'est pas très compliqué. On dérive f avec le théorème de domination et ensuite on établit que c'est égal à une équation différentielle du premier degré à coefficient variable dont on connaît les solutions exactes. On calcule la condition initiale facilement qui est aussi connue comme étant l'intégrale de la gaussienne, hein, donc qui est égale à la racine de pi sur a ici, on voit ici. Voilà. Un autre théorème important, c'est le théorème d'interversion des intégrales lorsqu'on a des fonctions de deux variables. Ici, on va s'y intéresser à un certain moment. Donc voilà, si on considère une fonction mesurable sur R croix R, si la fonction f est intégrable et si et seulement si une des intégrales suivantes est finie, c'est-à-dire l'intégrale sur R de l'intégrale sur R du module de f de x, y, dx, dy est finie, eh bien, on a l'intégrale double sur le pavé R carré de f de x, y, dx, dy, qui est égal à n'importe quelle des intégrales pris dans n'importe quel ordre de la fonction f et non plus seulement de son module. Donc voilà, si on peut intervertir avec des conditions finies, si elle est absolument intégrable finalement, eh bien à ce moment-là, on peut, grâce au théorème de Fubini, intervertir les dérivées, les intégrales, pardon. Ensuite, le théorème d'extension des fonctions analytiques. Alors, on considère deux domaines connexes, D1 et D2, qui ont un arc commun, et deux fonctions analytiques F1 et F2 réciproquement définies sur D1 et D2. Si ces deux fonctions sont continues sur D1 union C et D2 union C, et si elles prennent les mêmes valeurs en chaque point de l'arc commun C, eh bien F2 est une extension de F1 sur D2. Alors ici, on va appliquer ce théorème au premier ensemble qui sera D1, c'est-à-dire l'ensemble des complexes de parties réelles de S supérieur strict à 1, et l'ensemble des deux qui est plus large, qui est l'ensemble des complexes privés de 1, qui est bien connexe, hein, en un seul bloc, les deux domaines sont connexes. Euh, et on verra que 1 est un pôle simple de résidu 1, donc d'après le théorème des résidus. Ça, c'est pareil, c'est un théorème important que je n'ai pas cité ici, le théorème des résidus. Je vous conseille d'aller voir ce que c'est. On s'en sert dans l'expression de pi de x. C'est un beau théorème. J'en ai pas parlé ici. C'est vrai que ça manque un peu, mais c'est pas grave. Vous pouvez voir dans n'importe quel livre d'analyse complexe le théorème des résidus et vous verrez de quoi ça parle. Ici, c'est pas essentiel à la preuve de Riemann elle-même, en fait, cette histoire, mais c'est pas grave. Sous les mêmes hypothèses, previously, voilà, sous les mêmes hypothèses que précédemment, c'est-à-dire que les deux domaines D1 et D2 sont connexes. Donc là, on considère A appartenant à U, où U est un connexe ouvert. On a les propositions suivantes qui sont équivalentes. F est identiquement nul sur U. F est identiquement nul autour de A, près de A, pour tout n appartenant à grand N, l'ensemble des entiers, la dérivée énième en A est nulle. F est identiquement nul sur un point d'accumulation de U. Si on applique ce théorème à une fonction f moins g qui vaut 0 sur un voisinage de U, eh bien on aura f moins g qui vaut 0 sur tout U. Et donc on montre ainsi l'unicité du prolongement analytique. En fait, si vous voulez, le premier théorème que j'ai donné, c'est plutôt l'existence. Et ici, ça montre à la fois effectivement l'existence et l'unicité en un seul théorème. On trouve les deux, en fait, j'ai trouvé dans deux livres différents les deux, comment dire, les deux façons de définir le prolongement analytique, mais elles sont rigoureusement équivalentes. Alors, ces théorèmes ils sont très importants. Non seulement on va pouvoir prolonger analytiquement en dehors de parties réelles de S supérieures à 1
la fonction de zeta de Riemann, ce qui nous permettra de parler de zéros non triviaux et de zéros triviaux qui sont définis plus largement sur C privé de 1. Donc, euh, ce qu'on peut comprendre aussi, c'est qu'à cause de l'unicité du prolongement analytique, le prolongement analytique de la fonction de l'air, c'est-à-dire le produit des 1 sur 1 moins p puissance moins s, où p c'est les nombres au premier, et celui de la fonction de zeta de Riemann, c'est le même, puisque ces deux fonctions sont égales sur le domaine D1, qui est l'ensemble des S, tel que partie réelle de S supérieur strict à 1. Donc leur prolongement analytique sur C privé de 1, ça sera le même, que l'on parle de produit de l'air ou de fonction de zeta de Riemann, de somme de Riemann. Voilà. Euh, je rappelle vite fait que les fonctions holomorphes coïncident avec les fonctions analytiques sur les ouverts de C. Voilà pour vous dire ce qu'est une fonction analytique, c'est une fonction holomorphe. Et une fonction holomorphe, c'est une fonction qui est dérivable, mais dans l'ensemble des complexes. Pour faire simple, voilà. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de définition de base, on suppose que ça c'est acquis. Euh, un théorème très intéressant pour démontrer l'analogicité de certaines fonctions, c'est le théorème d'analogicité de Lebesgue lorsque vous avez des intégrales, où en fait, sous condition principalement d'une hypothèse de domination euh, de la fonction que l'on souhaite intégrer, eh bien, on peut définir des fonctions analytiques et calculer la dérivée de cette fonction analytique en intervertissant les symboles dérivés et intégrales. Bon, là, ce qui va nous intéresser surtout, c'est de démontrer que la fonction soit effectivement analytique. Et donc, on va utiliser ce théorème d'analysité de Lebesgue dont vous pouvez trouver la démonstration dans tous les bons livres de calcul intégral. Et le dernier théorème intéressant, non pas le dernier, l'avant-dernier, c'est le théorème d'interversion des symboles sigma et intégrale. Donc, la principale hypothèse, c'est que on doit avoir une somme de n égale 0 à plus l'infini de l'intégrale de a de la valeur absolue de un dx qui est inférieure à plus l'infini strictement, donc qui converge. Et à ce moment-là, on a les conclusions suivantes. La série sigma du n est absolument convergente pour presque tout x appartenant à A. La fonction x associe sigma de n égale 0 des un de x est intégrable sur A. Et la série numérique sigma des intégrales des un dx est convergente et on a la possibilité d'intervertir les symboles somme et intégrale. Voilà. Le dernier théorème intéressant, c'est le théorème d'analyticité d'un produit dont on va se servir dans l'analyticité de 1 sur gamma. Donc si on prend un, une suite de fonctions analytiques sur un ouvert de U, et si c'est la somme des un est normalement convergente sur tout compact de U, eh bien, le produit infini pi des 1 plus un est convergent et définit une fonction analytique sur U dont les zéros sont les zéros de 1 plus un, des fonctions 1 plus un. Voilà. OK. Alors, la fonction suivante. Alors, extension analytique de la fonction de zeta de Riemann. On va considérer ici un complexe X de parties réelles supérieures ou égales à 0, strictement, qui va nous permettre de démontrer Riemann, puisqu'on pourra passer par cette fonction-là, mais en fait, la fonction gamma de x elle-même se prolonge assez facilement, comme on va le voir, à tout ensemble complexe. Donc, on commence par décomposer la fonction gamma de x avec sa définition comme étant l'intégrale de exponentielle moins t fois t puissance x moins 1 dt. Et en fait, ici, vous voyez la limite quand n tend vers plus l'infini des 0, de l'intégrale de 0 à n des 1 moins t sur n à la puissance n. Ça permet de définir cette limite, l'exponentielle de moins t en réalité. C'est équivalent. Donc ça va nous permettre avec n intégration par partie de trouver que à l'équation de 20, la fonction gamma de x, c'est la limite quand grand N tend vers plus l'infini de n factoriel grand N à la puissance x sur x fois x plus 1, etc. fois x plus grand N. On en déduit donc 1 sur gamma de x, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de l'inverse. En se servant ensuite de la décomposition là que vous pouvez trouver entre 2,21 et 2,22
que n puissance moins x, c'est exponentielle moins x ln de n, et qui est donc égal à exponentielle de x, facteur de 1 plus 1 demi plus, etc., plus 1 sur grand N moins ln de grand N. Et on compense par ce qu'on a déjà ajouté, c'est-à-dire la série harmonique, pi de n égale 1 exponentielle moins x sur n. On utilise alors la fonction gamma de l'air en faisant tendre n vers plus l'infini. Et donc 1 sur gamma de x est égal à x fois exponentielle gamma de x, pi de n égale 1 à plus l'infini, des 1 plus x puissance n, exponentielle moins x sur n. Maintenant, c'est facile de faire un développement limité du produit ci-dessus, de la fonction exponentielle moins x sur n, et on trouve effectivement que la série sigma des x puissance n sur n carré, euh, plus grand O de x puissance carré sur n, converge normalement sur tout compact de C. Donc le produit est analytique et sur tout point, sur tout C en fait, hein. C'est une fonction entière, c'est-à-dire analytique sur C. Comme la fonction 1 sur gamma n'a pas de pôle, on en déduit que la fonction gamma ne s'annule en aucun point de C. Et ça, c'est un point important dont on va se servir ultérieurement. Donc voilà, la fonction 2,23 est le prolongement analytique de la fonction 1 sur gamma de S pour S appartenant à C. Ici, il y a marqué X, mais vous pouvez remplacer X par S, où S serait le complexe euh, quelconque. Voilà. Maintenant, on va passer à l'identité de Jacobi et la résolution de l'équation de la chaleur. Alors, on commence à la ligne de 26 par considérer l'équation de la chaleur, avec en fait égal. Alors, petit u de xt va être la température en fonction d'une seule dimension x et une dimension spatiale et une dimension temporelle t. Donc l'équation de la chaleur, c'est de dire qu'en fait, l'équation partielle, la dérivée partielle de u par rapport à t est égale à la dérivée partielle d'ordre 2 de u par rapport à x. Avec une condition initiale, limite de u de xt, quand t est envers 0, est égale à une certaine fonction f de x, qui est la condition initiale. Ce qu'on va faire d'abord, c'est faire une transformée de Fourier de la fonction u de xt, telle que définie classiquement. Ensuite, on définit u de xt par inversion de Fourier et on injecte cette fonction u de xt inversée de Fourier dans l'équation 2,26, ce qui nous permet d'obtenir l'équation 2,29. Maintenant, par linéarité et injectivité de la transformation de Fourier inverse, on a les équations 2,30 qui sont vérifiées, c'est-à-dire que la dérivée partielle par rapport à temps, à t, de la transformée de Fourier pris la fréquence xi et au temps t est égale à moins 4 pi carré xi carré v de xi t. Et on a la condition initiale qui nous est donnée par la transformée de Fourier inverse de la fonction f de x. La première équation est une équation du premier degré à coefficient constant, dont on sait les solutions, et dont on a la condition initiale. Donc ça nous donne 2,31. On voit que V est en fait une exponentielle de t décroissante, avec la fonction f de y ici, qui est de la transformée de Fourier, la condition initiale qui est la transformée de Fourier inverse de la fonction f de y. On utilise l'inversion de Fourier pour trouver u de xt, c'est-à-dire on recompose cette transformée de Fourier inverse pour retrouver u de xt. Et ensuite, en inversant les symboles, grâce au théorème de Fubini, on vous laissera vérifier les hypothèses, on peut intervertir les deux intégrales. Et donc, grâce à la transformée de Fourier d'une gaussienne qui est aussi une gaussienne, dont on donne l'équation en 2,34, on retrouve la fonction de la température en fonction de x et du t, qui est égale à l'équation 2,35, 1 sur 2 racine de pi t, intégrale de exponentielle moins x moins y au carré sur 4t f de y dy. Alors maintenant, on va périodiser de période 1 cette équation et on va supposer que la dimension spatiale est infinie dans les négatifs et les positifs. Pour faire ça, en fait, on dit que la température périodique de période 1, et c'est égal à la somme pour les entiers petit n intégrés dans les entiers naturels relatifs des u de x plus n t. On utilise la définition de 35 pour voir ce que ça veut dire sur l'expression intégrale.
Et en fait, on va avoir que c'est égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2 pi racine de t, somme des n appartenant aux entiers relatifs, d exponentielle moins x plus n moins y, le tout au carré sur 4t, f de y dy. Maintenant, si on cherche des solutions périodiques à l'équation de la chaleur, il y a une autre méthode qui est les séries de Fourier. Donc, on peut faire, pour l'instant, on avait utilisé la transformation de Fourier pour connaître les solutions, mais on sait à l'expression 2,37 que je donne là, on connaît les solutions aussi en série de Fourier. Donc, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la somme de n appartenant aux entiers relatifs de exponentielle 2i pi n x moins y, exponentielle moins 4 n carré pi carré t, f de y dy, qui est égale à la version transformée de Fourier, intégrale de 0 à 1 de 1 sur 2 racine de pi t, somme des n relatifs, exponentielle moins x plus n moins y sur 4t, f de y dy. Comme cette relation est vraie pour toutes les fonctions f qui sont C2, on peut en déduire l'égalité des sommes. Et en prenant l'égalité en x égale y égale à 0 par continuité, on obtient l'équation de Jacobi qui est donnée en 2,31. Donc la somme des entiers relatifs d'exponentielle moins 4 n carré pi carré t est égale à 1 sur 2 racines de pi t, fois la somme sur les entiers relatifs d'exponentielle moins n carré sur 4t. Si on fait un changement de variable x égale 4 pi t, on obtient finalement que θ de x est égal à la somme des entiers naturels des exponentielles moins pi n carré x est égal à 1 sur racine de x, θ de 1 sur x. Et ça, c'est l'identité de Jacobi dont on va se servir pour le chapitre suivant. Voilà, donc on met ça de côté, on va voir à quoi ça sert après. Alors, pour trouver la fonction, le prolongement analytique de la fonction de zeta de Riemann, on va repartir de la somme de Riemann, qui est définie au départ pour partie de S, partie réelle de S supérieure stricte à 1, comme égale à la somme de n égale 1 à plus l'infini des 1 sur n à la puissance S. Pour commencer la démonstration, on va considérer pour partie réelle de S supérieure stricte à 0 la fonction gamma de S comme étant l'intégrale de 0 à plus l'infini de t puissance S moins 1 exponentielle moins t dt. Pour tout entier n strictement positif, on peut diviser gamma de S par n puissance S et diviser effectivement t par n à la puissance S moins 1 et rediviser exponentiellement t sur n dt. Donc on intègre le n puissance S au dénominateur dans l'intégrale. Ensuite, on fait un changement de variable t égale n carré pi x dans l'intégrale, ce qui nous donne gamma de S sur n puissance S égale n puissance S pi puissance S, l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance S moins 1 exponentielle moins n carré pi x dx. Comme on a vu que gamma de S est différent de 0 pour tout S appartenant à C, on a 1 sur n puissance 2s égale pi puissance s sur gamma de s fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance s moins 1 exponentielle moins n carré pi x dx. On remplace ensuite s par s sur 2 pour avoir 1 sur n à la puissance s égale pi puissance s sur 2 sur gamma puissance s sur 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance s sur 2 moins 1 exponentielle moins n carré pi x dx. On somme ensuite pour retrouver la somme de Riemann de n égale 1 à plus l'infini et on utilise le théorème d'interversion des symboles intégral et dérivé que j'ai donné plus haut pour obtenir que zeta de s c'est pi puissance s sur 2 sur gamma de s sur 2 l'intégrale de 0 à plus l'infini de x puissance s sur 2 moins 1 fois phi de x où phi de x est la fonction somme de n égale 1 à plus l'infini d'exponentielle moins n carré pi x. On définit alors θ de x qui était égal à la somme de n égale à moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle moins n carré pi x. Et donc, on a la relation suivante entre θ de x et phi de x qui est donnée à 2,48, c'est-à-dire θ de x égale 2 phi de x plus 1. Pourquoi? Parce que quand les n sont négatifs, n carré ne change pas, et le plus 1 correspond au chiffre n égale à 0. Maintenant, l'équation de Jacobi, on le rappelle qu'on a démontré précédemment, θ de x égale 1 sur racine de x, θ de 1 sur x, va donc avoir un équivalent sur phi de x lorsqu'on injecte l'équation 2,48 dans 2,49. On obtient phi de x égale moins 1,5 plus 1 sur 2 racine de x plus 1 sur racine de x, phi de 1 sur x. Maintenant,
On va utiliser la relation de Scholl dans l'équation 2,47 euh, de la fonction zeta de S. Donc on reprend cette équation là 2,47 ici et on fait Scholl entre 0 et 1 et plus l'infini. Ensuite, on va injecter dans la partie intégrale de 0 à 1 l'équation fonctionnelle que l'on a sur phi de x à 2,50. Ce qui fait qu'en fait, zeta de s va être égal à pi puissance s sur 2 sur gamma puissance s sur 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x puissance s sur 2 moins 1, facteur de moins 1 demi plus 1 sur 2 racine de x plus 1 sur racine de x fois phi de 1 sur x dx, plus l'intégrale de 1 plus l'infini de x puissance s sur 2 moins 1 phi de x dx. Maintenant, en intégrant directement les deux premiers termes et en faisant le changement de variable y égale 1 sur x, c'est-à-dire le passage inverse dans le troisième terme, on obtient l'expression suivante, zeta de s qui est donné à 2,53, pi puissance s sur 2 sur gamma de s sur 2, facteur de moins 1 sur s, plus 1 sur s moins 1, plus l'intégrale de 1 à plus l'infini de x puissance moins 1 demi moins s sur 2, x puissance s sur 2 moins 1 phi de x dx. Et en fait, on montre grâce au théorème d'analyticité de Lebesgue que cette intégrale définie ici de 1 à plus l'infini définit bien une fonction holomorphe sur C privée de 1. Alors sur C, ici, et en fait, la partie privée de 1 est due à la présence du 1 sur S moins 1, c'est-à-dire au pôle en 1 de résidu 1, ici, qui est visible ici. Et en fait, le 0, lui, n'est pas compté comme une valeur impossible, puisqu'en fait, dans l'expression de gamma de 1 sur gamma sur S sur 2, on va avoir une expression multiple de S, et donc le S va se simplifier, et donc on n'aura pas de division par 0. Voilà. Donc cette expression de 53, c'est l'expression qu'avait utilisée Riemann dans son article pour, euh, pour, euh, pour démontrer la fonction de comptage des nombres premiers. Il avait fait la même méthode, hein, il a utilisé l'identité de Jacobi dans le prolongement analytique avec les. Alors lui, c'est vrai que Riemann dans son article original avait utilisé des fonctions, des intégrales sur des complexes. On verra à quoi ça sert plus tard. Là, c'est une démonstration assez classique qu'on retrouve dans la littérature. Je suis pas le seul à l'avoir exposé ainsi, mais ça me paraissait important de la revoir pour bien asseoir la théorie et avoir l'expression 2,53, qui elle donc est analytique sur tous ces privés de 1 et qui va nous servir, elle, effectivement à trouver les zéros non triviaux et les zéros triviaux de la fonction de zeta de Riemann. Alors rapidement, les zéros triviaux, en fait, c'est tous les zéros de la fonction 1 sur gamma de S sur 2, c'est-à-dire tous les pôles de la fonction 1 sur gamma. Tous les zéros de la fonction 1 sur gamma et donc tous les pôles de la fonction gamma, pardon. Voilà, c'est ça. Alors, dernière opération intéressante, si on prend l'équation 253 et qu'on substitue S par 1 moins S, en fait, cette expression est complètement le terme entre parenthèses, uniquement dans 253, je veux dire, là, on prend les grandes parenthèses, eh bien, cette expression est invariante de S par 1 moins S, et ce qui fait qu'on a effectivement l'équation fonctionnelle 254, qui va nous être très utile par la suite, qui est vérifiée. Et à cause de cette équation fonctionnelle, eh bien, on a les zéros non triviaux qui sont symétriques par rapport à la droite critique. Alors, ça veut dire que s'il y a un contre-exemple à la, à la, l'hypothèse de Riemann, alors on aura deux zéros situés à la même partie imaginaire, mais pour des parties réelles symétriques par rapport à la droite critique. Maintenant, on a deux autres symétriques, c'est en fait une symétrie. En fait, on a une autre symétrie qui est la symétrie par rapport à l'axe des réels, puisqu'en fait, si vous prenez zeta de S bar, le tout encore bar, c'est égal à zeta de S, ce qui fait qu'en fait, si zeta de S est égal à 0, alors zeta de S bar est égal aussi à 0. Donc il y a deux symétries, une par rapport à la droite critique et une par rapport à l'axe des réels, ce qui fait qu'en fait, si l'hypothèse de Riemann est juste, alors chaque zéro non triviaux est simplement doublé et symétrique par rapport à l'axe des réels. Et sinon, s'il y a un contre-exemple, en fait, il y aura quatre contre-exemples, puisqu'il y aura deux symétriques par rapport à l'axe des réels et encore deux symétriques par rapport à l'axe des critiques. Voilà.
Alors, quel est le lien entre la transformée de Fourier et la fonction et l'expression analytique qui nous intéresse ici de la fonction d'état de Riemann? Premièrement, on va remarquer que quand on écrit x puissance s, d'une manière générale, pour tout complexe s et pour tout x positif strict, on peut l'écrire comme étant exponentielle s ln de x par définition. Et si on décompose s dans sa partie réelle et partie imaginaire, eh bien on a exponentielle partie réelle de s fois ln de x plus i fois imaginaire de s, partie imaginaire de s fois ln de x. Et comme on peut factoriser les exponentielles, on aura exponentielle de réel de s ln de x fois exponentielle de i im de s fois ln de x. Si on applique cette formule à la formule 2,53, on obtient la formule 2,55, ici, que j'ai établie, où on a juste remplacé euh, x puissance moins 1 demi moins s sur 2 et x puissance s sur 2 moins 1 par la définition qu'on a donnée en 2,51 ici, ce qui nous donne l'équation de 2,55. Maintenant, si on fait le changement de variable t égale ln de x sur 2, ce qui veut dire que dt est égal à dx sur 2x et que x est égal à exponentielle de 2t, alors l'équation 2,55 devient, en fait, au niveau de l'intégrale, il y a un changement. La borne 1 devient une borne 0, puisqu'on a ln de 1 qui vaut 0. Et ensuite, ln de plus l'infini vaut aussi plus l'infini, donc ça reste à plus l'infini. 2, exponentielle moins 1 moins partie réelle de s, le tout fois t, exponentielle moins i im de s fois t, fois phi de exponentielle de t, fois exponentielle de t dt, plus 2 fois l'intégrale de 0 à plus l'infini, de exponentielle réelle de s moins 2 fois t, exponentielle i im de s fois t, phi de exponentielle de t fois exponentielle de t dt. Maintenant, si dans la dernière intégrale, j'effectue un changement de variable t égale moins t prime, eh bien, on obtient une intégrale de moins l'infini à 0, cette fois, de exponentielle moins réelle de t, réelle de s de t, de exponentielle moins i im de s de t, puis de exponentielle de t, exponentielle moins de t dt. Bref, les deux intégrales qu'on a ici font intervenir une exponentielle de moins i im de s de fois t, qui est donc un terme que l'on retrouve dans les transformations de Fourier. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, exactement, on a ici une transformation de Fourier qui est faite d'une certaine fonction que j'ai notée h partie réelle de s en indice, qui est une fonction de t, qui est égale à 2 fois exponentielle 1 moins réelle de s fois t fois phi de exponentielle de t, où phi a été donné plus haut, si t est positif, et 2 fois partie exponentielle de moins réelle de s de t, moins, pardon, partie de moins réelle de s fois t, phi de exponentielle moins de t, si t est négatif. On voit que cette fonction, en fait, elle est continue en 0. Elle vaut elle vaut phi de 1 en 0. Mais par contre, elle n'est pas dérivable en 0. Un autre fait important, si partie réelle de s est égale à 1 demi, cette fonction est paire. Donc en fait, on peut voir qu'on a un lien direct, en fait, avec l'équation 256 entre la fonction de zeta de Riemann et la transformation de Fourier de cette fonction que j'ai notée h partie réelle de s de t. Alors, avant d'arriver à l'hypothèse de Riemann elle-même, euh, j'ai d'abord cherché dans différentes directions pour obtenir effectivement des preuves à vous présenter. Et donc, je voulais vous présenter déjà une tentative de preuve, enfin, une piste que j'avais explorée, qui m'a pas fourni le résultat que je voulais, c'est-à-dire l'hypothèse de Riemann, mais qui m'a donné un résultat un petit peu plus faible que l'hypothèse de Riemann. On va voir déjà que là, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'en fait, dire que les parties réelles des zéros non triviaux de la fonction de zeta de Riemann tendent vers la droite critique lorsque le module de leur partie imaginaire tend vers plus l'infini. C'est-à-dire que plus les zéros non triviaux sont loin de l'axe des réels, hein, soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini, et plus, en fait, ils vont se rapprocher de la droite critique. Ça, c'est un premier résultat que j'ai réussi à établir grâce à la fonction chi. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Ou xi. Non, c'est une fonction xi, pardon. Faudrait que je révise mes lettres grecques. Cette lettre-là, vous me direz ce que c'est dans les commentaires. Bref, cette fonction qu'on va appeler xi de s,
et qui va donc nous servir à démontrer ce dont je vous parle, c'est-à-dire que les zéros non triviaux se rapprochent de la droite critique lorsque leur partie imaginaire est grande. Pour ce faire, donc on va établir d'abord un lien entre la fonction de zeta de Riemann et la transformée de Fourier. Donc ça, on vient de le voir. Ensuite, on va introduire donc cette fonction xi, qui est une fonction entière et analytique sur C, et qui a les mêmes zéros non triviaux que la fonction de zeta de Riemann. Voilà, c'est ça qui est important, c'est que cette fonction xi, qui est définie pour tout entier S, elle va être non seulement entière, c'est-à-dire elle n'a pas de pôle, mais en plus, ces zéros non triviaux sont exactement ces zéros sont exactement les zéros non triviaux de la fonction de zeta de Riemann. On va voir pourquoi. Ensuite, quand on développe cette fonction grâce aux coordonnées polaires, on a produit infini une convergente, une série convergente. On note que cette fonction va être réelle sur la droite critique grâce à la transformée de Fourier et la condition nécessaire de convergence des séries numériques, c'est-à-dire le terme général tend vers zéro, nous donnera le résultat. Bon, voilà. Donc en gros, ici, vous voyez, sur ce schéma, on a représenté le plan complexe avec l'origine 0 qui est ici, la droite critique 1,5, la droite partie réelle de S égale à 1. Donc a priori, les zéros non triviaux se situent dans les zones blanches, c'est-à-dire les zones qui sont pas dans et donc on va voir que plus la partie imaginaire est importante, plus le epsilon ici peut être plus faible et donc les zéros se rapprochent de plus en plus de la droite critique. Bon, premièrement, si on reprend l'équation fonctionnelle et qu'on multiplie cette équation fonctionnelle par s-1 sur 2, c'est comme ça qu'on définit la fonction xi de s, comme étant zeta de s, pi puissance moins s sur 2, gamma de s sur 2 plus 1 fois s moins 1, où on a utilisé l'équation fonctionnelle de gamma, qui est gamma de s plus 1 est égal à s gamma de s, qu'on peut prouver par une intégration par partie. Ce qui fait qu'en fait, l'équation 2,59 peut se réécrire 2 sur s moins 1 xi de x égale zeta de s pi puissance moins s sur 2 gamma de s sur 2. Donc là, on utilise l'équation fonctionnelle par rapport à 2,59. Et ça, on sait que c'est égal, d'après l'équation fonctionnelle, à 1 sur s moins 1 plus transformée de Fourier de la fonction h réelle de s pris en partie imaginaire de s. Donc en fait, la partie imaginaire de S, on peut voir ça comme une fréquence, hein. Ici, on a vu que la fonction h était une fonction du temps t, et donc là, on peut voir la partie imaginaire comme la fréquence. Voilà, pour vous donner l'interprétation un peu des grandeurs en physique. Alors, comme cette fonction xi est analytique sur C, eh bien, on peut l'écrire comme produit de ces zéros et en fait, c'est ce qui est fait, ce qu'on appelle le produit de Hadamard, hein, qui est fait à l'équation 2,61. Ensuite, souvent, ce qui est fait, c'est de regrouper les zéros par paire, ρ et 1 moins ρ, puisqu'on, d'après les équations, les relations de symétrie, on sait qu'ils existent, hein, donc, et on obtient l'équation 2,62 où on a séparé les deux types de zéros, mais en prenant cette fois-ci uniquement les parties imaginaires des ρ, des zéros non triviaux, ρ, cas positif strict. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans cette expression 2,62, la partie imaginaire des rocas, cette suite ici, elle est croissante. Elle n'est pas strictement croissante. Elle est strictement croissante si l'hypothèse de Riemann est vérifiée, mais si jamais il y a des contre-exemples, alors il faut faire intervenir les 4 points de zéro pour cette partie imaginaire. Et à ce moment-là, on peut définir un produit de Hadamard développé tel que je le donne en 263, où en fait on a une petite subtilité. On a l'exposant qui est mu de partie réelle de Roca qui entoure tout le polynôme en S, qui est égal à 1 si partie réelle de Roca est différent de 1,5. C'est-à-dire que tous les zéros non triviaux qui sont pas sur la droite critique sont représentés. Mais par contre, si ce zéro non trivial se situe en 1,5, eh bien là, on n'a plus qu'une puissance 1,5 pour pouvoir retrouver la formule de Hadamard et donc passer de 4 zéros à seulement 2 zéros, si j'ose m'inspirer ainsi.
Puisque si on a un contre-exemple, ça fait 4 zéros contre-exemple. Et si on a un zéro non trivial, ça fait 2 zéros non trivial en réalité. Un pour partie imaginaire positif et son symétrique par rapport à l'axe des réels. Partie imaginaire négatif. Premièrement, ce qu'on va faire pour démontrer cette partie-là, c'est de développer de développer l'expression de Hadamard et celle qui est développée avec in de rho positif strict. C'est-à-dire que là, on repart de la formule de départ, on développe pas suivant tous les zéros. Euh, on reprend pas l'équation de 2,63, mais on reprend l'équation de 2,62. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au même dénominateur déjà les deux termes hein, dans le produit. Et ensuite, on exprime tout en version algébrique de tous les complexes qui sont ici. C'est-à-dire que ρ se décompose en partie réelle de ρ plus i im de ρ, et s se décompose en partie réelle de s plus i im de s. Ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on met au même dénominateur, et ensuite on rassemble les parties réelles et les parties imaginaires séparément pour obtenir finalement une fonction chi, je crois que ça s'appelle chi effectivement, ouais, de 1,5 plus i im de s égale chi de 0 qui est le pi de im de rho des positifs, de ce gros truc. Hein, alors, je vais pas le lire en entier, je vous laisse l'observer. En gros, ce qui se passe, c'est que on a une partie imaginaire et une partie réelle. Voilà, donc, c'est le produit de complexes qui chacun sont décomposés en partie réelle et partie imaginaire. Voilà. Grâce à la définition de Chi, ce qu'on peut dire, c'est lorsque partie réelle de S est égale à 1,5, on a cette égalité de 2,64 qui apparaît, où on voit que on a une intégrale qui est dans la partie imaginaire, qui est l'intégrale de R de h1,5 de t sinus im de s t dt. Et en fait, comme h1,5, je vous l'ai dit, était pair, et que le sinus est impair, ça fait qu'on intègre sur R une fonction impaire, et donc la partie imaginaire est nulle. Ce qui fait que cette fonction chi, en réalité, prise sur la droite critique, elle est réelle. Donc on va garder ce fait en tête et ce qu'on va faire, c'est que la décomposition qu'on a fait en algébrique de chacun des complexes euh, qui, dans la définition de chi du produit d'Adama en algébrique, AK plus IBK, on l'écrit en polaire. Donc ce qui donne que le module, ça va devenir le produit des modules et l'exponentielle de l'arc tangente de BK sur AK qui donne l'angle, on va pouvoir le décomposer en exponentielle d'une somme, et donc, et ensuite développer la- l'exponentielle en cosinus plus i sinus, c'est la formule de Moivre, ici c'est la formule de Moivre, pour obtenir la formule de 65 ici. Alors, j'ai pris P, le cardinal des entiers tels que AK est plus petit que 0 pour différencier les angles. Et donc, on a la fonction chi qui est prise sur la droite critique plus qui est égal à chi de 0 fois le pi de k égale 1 plus l'infini des racines de ak carré plus bk carré, moins 1 puissance p fois cosinus de k égale 1 plus l'infini des arctangentes de bk sur ak, plus i sinus de k égale 1 à n des arctangentes de bk sur ak, où j'ai précisé ak et bk ici dans les expressions suivantes. Maintenant, ce dont on va se rappeler, c'est que on a chi de 1,5 plus im de s qui appartient à R. Et donc, dans l'expression 2,65, la partie imaginaire doit être nulle, c'est-à-dire que le sinus de la somme des arctangentes de bk sur ak est égal à 0. Ce qui veut dire, comme le sinus est nul, que l'angle, lui, il existe Q tel que cet angle, somme de k égale 1 à plus l'infini des arctangentes de bk sur ak égale à QPi. On a donc affaire à une série convergente, et dont le terme général est arctangente de bk sur ak. En accord avec la condition nécessaire de convergence des séries, c'est-à-dire que le terme général tend vers 0 d'une série convergente. Et comme on a la partie imaginaire de S que l'on considère qui est différente de la partie imaginaire des entiers des zéros non triviaux, et qui a surtout cette valeur est arbitraire en réalité, alors résultat, on a la limite de l'arctangente de BK sur AK qui est égale à 0. Donc en composant par la tangente que la limite de BK tend vers 0, et ce qui donne en fait, en reprenant la définition là de BK juste au-dessus,
Vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre la limite quand k va de la partie réelle des ρk égale 1,5. Voilà. Ce qui nous démontre en fait que la partie réelle des zéros non triviaux tend vers un demi quand on considère des zéros non triviaux de parties imaginaires de plus en plus importantes ou de plus en plus faibles pour ce qui est des symétriques. Voilà. Si on reprend la définition de convergence des séries, on peut dire que pour tout epsilon positif, il existe K0 tel que pour tout K supérieur à K0. La distance entre la partie la différence entre le zéro non trivial et la droite critique est inférieure à ce petit epsilon. Alors, on pouvait voir la convergence de la série en remarquant aussi qu'en fait, que les zéros non triviaux BK plus 1 et BK se compensent en réalité, puisqu'on a BK plus 1 de ρk plus 1 qui est égal à moins BK de ρk. Et donc, la série 2,70, là, est égale à zéro en réalité. Euh, voilà pour cette première partie. Donc, c'est intéressant parce que ça ne nous donne pas directement l'hypothèse de Riemann, mais ça nous permet de donner un indice comme quoi, plus on considère des zéros non triviaux finalement qui ont des grandes parties imaginaires, plus on peut plus on peut être confiant dans le fait que l'erreur qu'il y aurait à introduire un zéro non trivial qui soit pas sur la droite critique serait minime puisqu'il serait inférieur à un certain epsilon qu'on pourrait quantifier d'ailleurs, ce qui fait que les conséquences seraient, comment dire, majorables en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, on va arriver sur l'hypothèse de Riemann elle-même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va reprendre l'équation 256 et on va considérer S un zéro non trivial de la fonction zeta de S. Hein, donc, on considère zeta de S égale à 0 avec partie réelle de S entre 0 et 1. Et donc, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on a l'équation 264 qui est vérifiée, c'est-à-dire que la transformée de Fourier de la fonction H en in de S fois le complexe partie réelle de S, facteur de partie réelle de S moins 1, moins in de S au carré, plus 2 partie réelle de S moins 1 fois I fois in de S, le tout, fermé la parenthèse, plus 1 est égal à 0. Voilà, ça nous permet de nous dire que S est un zéro non trivial de la fonction de zeta de S, puisqu'on a dit cette expression est égale à 0. Maintenant, comme la transformée de Fourier est non nulle, et parce qu'en fait, on n'a pas de 0 sur la droite, in de S égale à 0, donc on sait que cette transformée de Fourier d'après 274 va être non nulle, puisqu'on va avoir in de S au carré qui est une différente de 0. Donc on peut inverser, on peut dire que partie réelle de S plus partie réelle de S moins 1 moins in de S plus 2 partie réelle de S moins 1 fois I fois in de S plus 1 sur la transformée de Fourier est égal à 0. On utilise le fait que le module d'un complexe est le complexe fois son complexe conjugué à l'équation 2,76 et on injecte 2,76 dedans 2,75 pour obtenir 2,77. Là, ici, on a un complexe qui est égal à 0, donc ça veut dire que sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles, ce qui nous permet d'obtenir deux équations, 2,78 et 2,79. La plus intéressante pour l'instant pour l'hypothèse de Riemann, c'est 2,79. C'est la partie imaginaire qui nous dit que 2 fois la partie réelle de S moins 1 fois im de S égale la partie imaginaire de la transformée de Fourier de H en réel de S pris en im de S divisé par la transformée de Fourier, le module de la transformée de Fourier au carré. Ce qu'on va remarquer, c'est que on va considérer maintenant une fonction qui est issue de 2,79 où en fait la partie réelle de S, on va la faire varier entre 0 et 1, ce qui nous intéresse ici, et on va essayer de voir si on peut pas démontrer l'unicité de ce 0. C'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va considérer la fonction x qui associe i de x, qui est égale à partie imaginaire de la transformée de Fourier de h indicé x pris en im de s, moins 2x moins 1 im de s sur im de s au carré plus x 1 moins x au carré plus im de s au carré 2x moins 1 au carré. Première chose qu'on remarque, et c'est fait pour, on a le i évalué en partie réelle de S qui est égal à 0. Où S, partie réelle de S, c'est la partie réelle d'un zéro non trivial, justement.
Donc, cette fonction i d'après 2,79, on a uniquement pris le terme 2,79 qu'on a mis du même côté, et on a fait varier finalement x de toutes parts. On a remplacé par tiret de s par x pour voir donc en fait à quel moment cette fonction s'annule. Donc tous les zéros de cette fonction i de x auront lieu, ont lieu pour partie. Ah non, plutôt l'inverse. On a i de partie réelle de s qui est égal à 0 d'après 219. Voilà. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé la méthode des rectangles pour évaluer la partie imaginaire, là, qui est égale à l'intégrale de la partie imaginaire de la transformée de Fourier, qui est égale à l'intégrale de hx de t de sinus moins im de s de t et dt, pour tracer le graphe i de x en fonction de x. C'est ce que je vais vous montrer maintenant, rapidement, vous voyez. Là, on l'a fait pour im de s égale à 10, mais on peut le faire pour n'importe quel im de s. On a effectivement une droite, quasiment, là, ici, qui passe en 0 en 1,5 uniquement, et uniquement en ce point-là. Maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va montrer que les hypothèses du théorème des valeurs intermédiaires sont vérifiées et qu'on ne peut avoir une annulation de i uniquement quand x égale 1,5, c'est-à-dire partie réelle de s égale 1,5. Voilà, donc ce qu'on va dire, c'est que premièrement, on a i de x qui est continu par hypothèse de domination, c'est-à-dire que la partie imaginaire ici de la transformée de Fourier, elle, est continue en i. Ensuite, on a i de x égale moins i de 1 moins x par symétrie des zéros non triviaux, et donc ce qui nous montre que la fonction change de signe. De plus, la dérivée de i de x par rapport à x est constante sur 0,1, ça dépend de quel signe, dépendant du signe de im de s. Donc la fonction est strictement monotone sur l'intervalle 0,1, et par le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un unique alpha appartenant à 0,1 tel que i de alpha égale 0, c'est-à-dire i de alpha égale i de réel de s est égal à 0. Et comme i de 1,5 est égal à 0, parce que la fonction h1,5 est paire, on en déduit que partie réelle de s égale partie de alpha égale 1,5. L'hypothèse de Riemann est démontrée. Voilà, donc je vais récapituler rapidement. Les zéros non triviaux de la fonction d'état de Riemann répondent à l'équation 2,79 et sont des zéros dont la partie réelle est un zéro, sont des zéros, pardon, de la fonction i de x. La fonction i de x ne s'annule effectivement qu'en un seul point d'après le théorème des valeurs intermédiaires, et ce point c'est x égale 1,5, ce qui fait que la partie réelle de s, qui est un zéro de i, est forcément égale à 1,5. Voilà, l'hypothèse de Riemann est donc démontrée. Alors, je vous ai représenté ici là, la fonction h1,5, la partie imaginaire de la transformée de Fourier de h1,5, voilà. H1,5 de t sinus moins im de s fois t, pour vous montrer ce qu'on intègre pour faire une transformée de Fourier. Là, cette fonction est impaire, donc cette transformée de Fourier la partie imaginaire de cette transformée de Fourier est nulle. Alors après, pour trouver les zéros, en fait, on utilise les parties imaginaires, on utilisera plutôt l'équation 2,78 ici, qui fait intervenir la partie réelle de la transformée de Fourier, qui elle sera non nulle. Et donc, vous pouvez remplacer partie réelle de S par 1,5 pour faire les calculs, si ça vous intéresse. Mais c'est la partie imaginaire qui nous donnait la condition nécessaire de Riemann directement. Donc voilà, on a établi une relation qui est vraie pour tous les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann, et une fonction qui ne s'annule que pour les zéros non triviaux de la fonction zeta de Riemann, et qui ne s'annule qu'en un seul point, x égale alpha égale 1,5, pardon. Et donc, l'hypothèse de Riemann est bien juste. Voilà. Alors, à quoi ça sert tout ça? L'hypothèse de Riemann, c'est ce qu'on va voir par la suite. Ça sert à faire des jolis escaliers comme celui-là, qui est la fonction de comptage des nombres premiers. Mais ça, on verra ça dans le prochain épisode. Et puis, voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, cette première partie du document. Je vous présenterai la suite dans un prochain épisode. Voilà, sinon, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis si vous avez des remarques aussi, bref, n'hésitez pas. Euh, je vous dis à bientôt.